Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux, mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à méropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à méropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode 89. Tutoriel comment péter les dents à des Saxons. 555. Quelque part dans l'est du Regnum Francorum. La prise de pouvoir de Clotacar, suite à la mort de son petit-neveu, s'est passée sans accroc. Enfin, presque. Le futé a dû mettre les bouchées doubles pour doubler son frère Childebert, plaquer ses anciennes femmes et convaincre les leudes de Trèves et de Cologne qu'il était l'homme de la situation. Et connaissant le personnage, on peut parier qu'il a dû faire ce qu'il faut et arroser largement et pas qu'avec de l'eau de Cologne. Le futé a dû mettre le paquet pour s'arroger la faveur des aristocrates et arracher leur accord pour prendre le trône d'Oneste. Lui, le roi de la poterie depuis 44 ans, venant de Soissons. Mais finalement, tout s'est bien goupillé pour Clotacar, qui doit probablement croire au retour de sa bonne étoile, après 10 ans plutôt compliqués entre son opération ratée en Ibérie, sa guerre stérile contre Childebert et Théodebert, et ses relations glaciales avec son ex, la sainte princesse Radegund. Mais le repos va être de courte durée, et le futé va vite se rendre compte que, pour paraphraser Spider-Man, un grand pouvoir entraîne de grosses responsabilités et de grosses emmerdes. Voire encore plus grosses, comme nous allons le voir dans cet épisode. Est-ce que 555 pourrait se résumer par Exit Radegund et Bonjour Valdrada pour Clotacar? Alors que Valdrada, ou Vuldetrade en français moderne, devienne la reine cette année-là, avec son mariage organisé en urgence par Clotacar pour sécuriser le royaume des Francs de l'Est, c'est clair. Mettre la veuve de Théodebald l'infirme dans son lit s'est imposé comme une évidence au vu des enjeux. Par contre, la date du retrait de Radegund dans son monastère est un peu plus obscure. Dans les années 50 et avant le remariage de Clotacar avec la princesse lombarde, oui. Mais quand précisément? Difficile à dire. D'ailleurs, à suivre strictement les textes, le mariage de l'une et l'exil religieux de l'autre sont totalement déconnectés. Et le départ de Radegund n'est justifié que par son appel religieux pour servir le Christ. Mais Clotacar, à minima, a laissé faire. D'abord, parce qu'il devait commencer à en avoir sa claque de cette femme glaciale qui le détestait depuis plus de 20 ans. Et puis, vu la réputation de sainte que cette maligne s'était construite au fil des années, la faire passer pour une martyre en bloquant son appel n'était pas une bonne idée de toute façon. Enfin, il est évident que politiquement, cette séparation tombait bien, comme le meurtre de son frère. Juste histoire de bien couper tout lien entre le roi et la famille royale de Thuringe, et de ne laisser absolument personne croire à Trèves ou à Cologne que Clotacar avait la moindre sympathie pour ces sauvages de l'Est. Car coïncidence, qui n'en est sûrement pas une, 555 ne marque pas que la date de la mort de Théodebert l'infirme. C'est aussi le signal d'une grande révolte des peuples germaniques de l'Est, soumis aux Francs depuis les années 30 par Théodoric le Fourbe. Des peuples semi-autonomes ayant senti le trouble grandir à Trèves avec l'infirme sur son lit de mort, sans successeur clair, et qui ont voulu profiter du bazar pour reprendre leur indépendance. Et qui refusent tout à coup, et retenez bien ça, de payer le tribut habituel, signe de soumission chez les Germains. En tout cas, en 555, Clotacar part en guerre dans la partie septentrionale de l'Allemagne moderne, pour mater les Saxons et Thuringiens qui s'imaginent tout à coup pouvoir arrêter de cracher au bassinet. Et la question que je me pose,
c'est de savoir s'il a pris les devants, en zigouillant le frère et en dégageant la sœur, avant de débarquer à Trêves. Soit par peur d'un ralliement de ses rebelles autour des Royals de Thuringe, soit qu'il ne voulait pas d'un bad buzz avec ses nouveaux sujets à Trêves, et qu'il fallait envoyer clairement le message qu'il ne tolérerait pas le moindre relâchement de la domination des Francs sur leurs vassaux. Qui sait? Mais dans tous les cas, je pense que maintenant, ça va saigner pour les Saxons et les Thuringiens. Oui, mais avant de partir pour sa campagne de Germanie, Clotacar doit sécuriser les terres qu'il laisse derrière lui avec des hommes de confiance. À commencer par l'Auvergne, puisque cette région appartient au royaume de Reims depuis 511. Une région immense, débordant sur la région Occitanie et Centre-Val de Loire moderne, totalement romanisée et qui garde une autonomie particulière au sein de la part du royaume du Rhin, puisque les colons francs et autres germains y sont numériquement très peu présents. Depuis la conquête, on a alterné les périodes de répression et de détente, comme si le pouvoir à Trèves ou à Reims hésitait toujours un peu sur la bonne marche à suivre avec ce gros bloc, trop riche et trop important pour être simplement laissé de côté ou micromanagé. Car on parle littéralement d'un petit royaume avec l'Auvergne, d'une superficie et d'une richesse aussi significative que la seule part de royaume de Soissons, reçue en héritage en 511 par Clotacar par exemple. Et puis pour le coup, il semble bien que le vent tourne en 555, après la détente des années Théodebert le Brillant, qui a mis la pédale douce sur la répression brutale de la fin de règne de son père Théodoric, notamment en nommant des gallo-romains du cru pour faire tourner la région. Le futé, nouveau roi à l'Est, en revient pour sa part à la politique du bâton, en envoyant Schramm, son fils aîné, propulsé tout à coup gouverneur du pays. Car l'héritier de Clotacar, disposant de la confiance et du soutien de son père, est nommé cette année-là patron en Auvergne et est autorisé à en tirer toute la richesse possible, et sans avoir pour consigne de prendre des gants apparemment. Alors faisons une pause et notons que nous nous basons fortement sur les écrits de Grégoire de Tours, que nous nommons affectueusement Greg le Mytho, ce qui prend ici tout son sens. Car son pseudo ne l'indique pas, mais Greg est auvergnat, bien sûr. Et nous, on le soupçonne de ne pas être tout à fait impartial quand il parle du beau pays d'Auvergne. Car Greg est sans appel et sans nuance. Donc Schramm, il le range directement dans la catégorie des super vilains. Alors bien sûr, cela a probablement un fond de vérité. Il écrit en effet le livre 25 ans après les faits. Donc je doute qu'il invente totalement. Et que Schramm soit juste venu passer des vacances à manger du Saint-Nectaire et à ramasser de la gentiane. D'autant qu'une opération militaire au nord, ça coûte de la thune en général à mettre sur pied. Et que si sa mission, c'est de trouver des richesses pour financer la guerre à venir, avec la réputation des Auvergnats, je ne vois pas d'autre solution crédible que la manière forte. Et donc, maintenant que le problème auvergnat est réglé, il va enfin leur péter la gueule aux Saxons, le Clo-Clo? Pas immédiatement, non, car pour Clotacar, il y a un deuxième problème plus urgent à gérer. Car en mettant Valdrada dans son lit, il a quand même brisé un autre tabou dans l'Église. Alors rassurez-vous, pas en forçant la jeune veuve qui venait à peine d'enterrer son mari à s'unir avec lui. Non, ça, au haut Moyen-Âge, tout le monde s'en moque. Non, le tabou, c'est d'avoir épousé la femme de son petit-neveu. Ce qui, dans l'esprit de l'époque, est considéré comme un inceste vu leur degré de parenté. Une ligne rouge que Clotacar a probablement déjà franchie 30 ans plus tôt avec Gondioque, la femme de son grand frère Clodomir, dont il avait tué les enfants d'ailleurs. Mais passons. En tout cas, ce grand romantique transgresse à nouveau ses règles 30 ans plus tard, avec sa petite nièce par alliance. Mais Clotacar n'étant pas stupide ou ignorant, il a forcément dû anticiper que tout cela allait provoquer la colère du clergé, surtout si c'était une récidive. En vérité, le futé a fait une simple analyse coût-bénéfice, comme on dit de nos jours en entreprise. Une équation entre les avantages politiques et les inconvénients. Et que tout compte fait, gérer la stupéfaction et la fureur de ses évêques était un prix correct à payer pour sécuriser le trône de l'Est en mettant Valdrata dans son lit le plus vite possible. Un raisonnement froid qui explique aussi parfaitement l'étape qui va suivre. Car, avant même la fin de l'année,
À peine a-t-il sécurisé l'appui de ses leudes de son nouveau royaume, Clotacar, pris de remords, réalise tout à coup l'étendue de sa faute. Comment ça? Le futé, bon chrétien et fidèle serviteur de l'Église, commettre un inceste? Non, impossible. Quelques semaines après sa prise de pouvoir, le roi, accablé par la honte, se range tout à coup à la vie sage de son clergé et abandonne cette sixième femme, en jurant évidemment qu'il se repent de son terrible péché et regrette profondément d'avoir commis une telle faute. Le fait qu'il ait besoin des évêques pour maintenir la paix dans son royaume, que Valdrada lui est moins utile maintenant que le trône est assuré, et que les Leudes sont désormais bien en ordre de bataille, prêts à aller casser les dents des Saxons, sont des paramètres qui, à n'en pas douter, ne sont jamais rentrés en ligne de compte. Ouais, je vais te dire, Xavier. Si toi-même tu fais le sous-titre des grosses ficelles des Mérovingiens, alors je ne vais même pas en rajouter, tellement cette histoire semble exagérée. La question que je me pose plutôt, c'est comment Clotacar va-t-il s'occuper de cette femme qu'il a maintenant sur les bras? C'est devenu un gros boulet qui ne le sert plus à rien. Mais on peut difficilement l'acheter dehors comme une mendiante, alors qu'elle est la fille du roi des Lombards quand même. Et que la traiter mal lui coûterait probablement très cher politiquement. Car Clotacar a aussi hérité d'une guerre larvée dans le sud avec les Byzantins, qui veulent reprendre le contrôle de l'Italie. Et le nouveau roi ne peut pas se payer le luxe d'une déroute totale sur ce front-là, en braquant la nouvelle puissance barbare de la région. La péninsule, à la rigueur, c'est déjà à moitié paumé. Et ça n'a jamais trop rien rapporté. Mais les cols alpins, qui constituent la barrière naturelle de sécurité du Regnum, ça, tu ne peux pas le laisser partir à volo. Pour un roi encore pas tout à fait sûr de lui et de son trône, et qui a dû montrer patte blanche au Leudes de Théodebald pour se positionner comme le successeur des glorieux Théodoric, le Fourbe et autres Théodebert le Brillant, ce serait un mauvais calcul que de déclencher un conflit avec les Lombards, dont la réputation est en pleine ascension. En plus, avec des troubles au nord, il est inimaginable d'ouvrir un deuxième front, alors que les dernières expériences en Ibérie ou la bataille du Volturno ont bien prouvé que malheureusement, les Francs ne sont pas invincibles sur un champ de bataille. Mais Clotacar le Futé a toujours plus d'un tour dans son sac et dégaine sa carte surprise. Une carte qui prend le nom d'un de ses compagnons, un certain Garibald. Alors, est-ce que Garibald est un Leude, un Franc lié à sa maison? Peut-être, c'est possible, mais plus probablement, c'est un chef germanique tribal, un seigneur de la guerre puissant qui a réussi à s'imposer avec le soutien franc dans la région de la Bavière moderne à la suite de la conquête de l'Alémanie dans les années 30. Et d'une manière ou d'une autre, en 555, Garibald est devenu dux de Bavière au nom du Regnum. Un chef semi-autonome donc, d'une région périphérique, assise aux portes du royaume des Lombards, et à qui Clotacar suggère gentiment qu'un mariage princier serait idéal. Une union prestigieuse, parfaitement en phase avec son nouveau statut de dux des Francs, haut dignitaire du régime en charge d'une région stratégique aux confins du Regnum. Et ça tombe bien, car Clotacar, justement, a une princesse disponible sur les bras. Alors, ce qu'en dit Valdrada, qui part réchauffer un troisième lit en moins d'un an, personne ne le sait. Mais la réelle politique matrimoniale fonctionnait ainsi au VIe siècle. Et on n'allait pas s'embarrasser de la vie d'une princesse encore jeune et sans enfant. Et c'est ainsi que cette même année 555, Clotacar épouse puis abandonne sa sixième femme qui se retrouve unie au duc de Bavière dans la foulée et participe par son nouveau mariage à la mise en œuvre du grand rideau défensif du Sud pour les Francs, allant des sources du Rhin avec les Alamans jusqu'au Danube moyen avec les Lombards. Oui, pas très romantique en effet. Mais par contre, un sacré rideau de protection qui va lui donner les mains libres au nord, maintenant qu'il a le sud sous contrôle avec Schramm en Auvergne. Futé ce Clotacar qu'on vous dit. Et bien efficace ce remariage de Valdrada si on regarde bien. Parce que ce n'est pas un problème qu'il a réglé, mais trois en fait. Problème relationnel avec les évêques? Check. Problème diplomatique avec son allié le roi des soupes minutes, Waco le Lombard? Check. Et problème de stabilisation du duché de Bavière avec un fidèle à lui, renforcé par un beau mariage pour asseoir son autorité sur une région critique? Check. Bon,
Il va leur péter les dents maintenant, aux Saxons? Presque. Parce qu'avant de partir pour sa campagne, il est clair que Clotacar doit organiser son royaume. Ce qui tombe bien, vu que le roi a une belle carte dans sa manche avec ses fils, qui sont maintenant de jeunes adultes, capables de prendre des responsabilités en son nom et en son absence. Et comme il l'a fait avec Schramm et l'Auvergne, il semble bien, selon la plupart des historiens, que Clotacar doit en laisser un certain nombre derrière lui, en responsabilité dans les différents domaines du méga-royaume des Francs, en Burgondie et à l'ouest, pendant qu'il emmène les autres avec lui en campagne militaire. 4 gamins donc, dont on va reparler, et qui forment, avec Schramm, ses héritiers légitimes, capables de régner comme vice-roi à sa place. Car les risques de déstabilisation sont bien réels pour Clotacar, alors qu'il s'apprête à partir vers le nord et laisser un immense empire mérovingien à peine reconstitué. Par exemple, quelques années plus tôt, sans doute autour de 550, une femme s'est présentée devant son frère, Childebert le Brouillon, une inconnue, tenant un gamin par la main, avec des cheveux longs et parfaitement éduqué comme un jeune aristocrate. Et la donzelle, sans se démonter, a osé annoncer devant la cour du Brouillon réunie à Paris que cet enfant était un fils caché de Clotacar. Eh oui, un autre fils, illégitime apparemment, enfin, si ce qualificatif a le moindre sens à l'époque, mais que le roi de Soissons lui aurait fait, avant de les rejeter tous les deux loin de lui. Ce qui est une sacrée accusation de la part de cet inconnu, mais assez crédible pour que le vieux Childebert accepte de leur donner asile. Et même mieux, d'envisager officiellement d'en faire son héritier, puisque le brillant devait être mort à ce moment-là, et que tout le monde avait compris que Théodebald l'infirme ne ferait pas de vieux os. Alors, pourquoi Childebert a pris ce gamin sous son aile? Bien entendu, il devait avoir ses propres objectifs, avec son royaume commençant à remuer avec l'absence de plan de succession clair. Ou peut-être que, comme à son habitude, il a juste voulu embarrasser son frère Clotacar le Futé en le faisant passer pour un affreux vis-à-vis des autorités religieuses du Regnum. Ou encore, qui sait s'il n'a pas cru cette femme? Est-ce que ça serait si incroyable que ça, connaissant la réputation sulfureuse de son frère? Dans tous les cas, que c'est été le but ou non, la manœuvre a créé du trouble pour le plus grand déplaisir de Clotacar, qui savait bien que de petites étincelles imprévisibles ici ou là pouvaient vite déclencher des catastrophes. Et c'est probablement ce qu'il veut éviter avant de partir pour la Saxe, en positionnant ses enfants légitimes aux manettes du royaume pour tout verrouiller derrière lui. L'affaire du gamin illégitime a fait pchit, finalement. Parce que Childebert reste Childebert le Brouillon. Des idées, oui. Mais au final, pas toujours la volonté, ou les tripes, ou le talent pour les mettre en œuvre. Clotacar a juste eu besoin de le menacer et exiger qu'on lui livre le gamin. Sinon, ça allait barder. Et Childebert le Brouillon, toujours aussi résolu, après avoir imaginé son petit plan de déstabilisation du royaume voisin, ben, tel Donald, il change d'avis, bien sûr. Et courageux comme pas deux, se dégonfle et livre le gamin à Soissons. Classique Childebert. Franchement, ce système des cheveux longs, c'était quand même pas hyper fiable, non? Limite, la recette parfaite pour l'entropie, non? Alors Clotacar, grand prince pour une fois, et peut-être pas fâché de montrer un peu d'humanité, n'a pas exécuté l'enfant. Soit qu'il a préféré traiter l'affaire par le mépris pour en démontrer l'absurdité, soit que dans le fond, il savait que la mère n'était pas aussi folle que ça et qu'il a eu des remords. Quoi qu'il en soit, le gamin va simplement avoir les cheveux rasés, histoire de fracasser pour toujours ses prétentions, et sera envoyé dans un monastère pour qu'on n'entende plus jamais parler de lui. Enfin ça, c'était le plan. Mais retenez bien le nom de cet enfant. Il s'appelait Gondovald. Et comme disait déjà le Germain Schwarzenegger à l'époque, he will be back. En tout cas cette fois, été 555, tout est aligné. L'Auvergne est sous le contrôle de Schramm, et le reste de son royaume est probablement partagé entre ses autres fils. Sa situation maritale est clarifiée, son alliance avec les Lombards est de nouveau raffermie, et son duc de Bavière s'est trouvé une femme. Tout est prêt pour lancer sa campagne contre la Saxe donc. Et dès que son armée se met en marche pour mater cette rébellion,
l'affaire va être rondement menée. Grégoire nous résume la situation d'une phrase lapidaire et je le cite. Le roi Clotacar fit marcher contre eux une armée et en extermina la plus grande partie. Voilà, simple et propre. Une bonne extermination efficace qu'il suit d'une autre campagne tout aussi implacable contre leurs alliés, les rebelles thuringiens. Des Germains qui, apparemment mécontents de leur soumission 20 ans plus tôt, comme de l'exécution sordide de leur dernier prince vivant, le frère de Radegund, ont décidé de se joindre au soulèvement. Et des Thuringiens qui, eux aussi, vont se faire ratatiner à la suite de leurs alliés les Saxons. Bref, du travail de pro. Et c'est d'ailleurs de là, de cette campagne en Germanie profonde, que vient la devise de Bosch. Enfin, peut-être. Peut-être en effet. Et ce n'est pas le seul doute qu'on peut avoir par rapport à ce récit. D'abord, parce que le même Grégoire va nous parler un peu plus loin dans sa chronique d'une autre campagne contre les Saxons l'année suivante, et puis d'une autre encore qui suivra l'année d'après. En réalité, les guerres contre les Saxons vont occuper Clotacar plusieurs années d'affilée, ce qui jette un petit doute sur ce premier récit d'une campagne triomphale. Pour être plus réaliste, on peut d'ailleurs citer le chroniqueur burgonde Marius d'Avanches, qui précise pour sa part dans sa propre chronique, et je le cite, une multitude de Francs et de Saxons tomba. Une formule un peu plus équilibrée et un peu plus probable pour l'année 555. D'ailleurs, poursuivons avec le récit de notre évêque de Tours. Car Clotacar doit donc retourner en Saxe dès l'année 556, prouvant que tout n'a pas été réglé l'année précédente. Et cette fois-ci, on ne parle plus d'une campagne triomphale. Non, on apprend avant le début de la nouvelle guerre que des ambassadeurs viennent implorer le roi des Francs de ne pas les attaquer cette fois. Les Saxons se déclarent prêts à se soumettre d'entrée de jeu et acceptent de payer à nouveau le tribut habituel pour les Francs en suppliant le futé de les épargner. Une proposition pacifique et raisonnable pour le roi, touché par leur humilité et anxieux de ne pas commettre un crime devant Dieu. Mais cette proposition ne va pas aller loin, car le pacifisme n'est pas la qualité la plus répandue dans son armée. Et c'est Leudes rejette en bloc cette négociation, exigeant qu'on reprenne les hostilités sans écouter ses menteurs. Les Saxons, sentant la catastrophe imminente, se mettent alors à tout lâcher pour sauver leur peau. Ils implorent à nouveau le futé d'avoir pitié d'eux et jurent qu'ils ne vont pas lui payer le tribut, mais lui laisser la moitié de leur royaume. Ce qui est, depuis l'Antiquité, une formule standard pour décrire poétiquement une reddition sans condition. Pour les Saxons, en 556, tout est préférable à l'affrontement, même la dernière humiliation et la ruine. Clotacar, pour sa part, se rendant compte de la cruauté de ce projet impie, assaillit une nouvelle fois de remords, tente alors une nouvelle fois de dissuader ses propres hommes, soulignant le crime atroce qu'il commettrait en attaquant les Saxons dans ces conditions. Mais rien à faire. À lire Grégoire, ces soldats fous furieux ont décidé d'écraser l'ennemi. Et ils finissent par s'attaquer au roi lui-même en brûlant sa tente et en se révoltant littéralement. Au point où, pour sauver sa vie, Clotacar doit céder au chantage. Et en désespoir de cause, il déclenche la bataille contre les Saxons en cet été 556. Une bataille terrible et gigantesque cette fois, dont nous ne savons rien. Rien sauf que Grégoire conclut l'épisode par cette phrase, et je le cite une nouvelle fois. Il périt tant de gens dans l'une et l'autre armée qu'on ne peut l'estimer. Un beau carnage qui va se conclure par une paix acceptée par Clotacar pour terminer la campagne et retourner dans son royaume de l'Ouest. Oh là là. Dans le genre tissu de bêtises, cette histoire, c'est le complot. Je me demande ce qu'il y a vraiment à sauver dans ce magnifique récit, qui ressemble d'ailleurs, comme d'habitude, à un fameux épisode de la Bible avec la négociation entre Lot et Dieu pour essayer de sauver Sodome et Gomorrhe. Là, Clotacar joue le rôle de l'homme de paix, implorant une puissance implacable, mais n'arrivant pas à infléchir le courroux à venir. Mais soyons sincères, ça ne tient pas la route 2 secondes, cette histoire de négociation. De l'eux qui préféraient se battre et risquer leur vie au lieu d'obtenir sans se fatiguer exactement ce qu'ils sont venus chercher, c'est-à-dire du butin, c'est juste débile. Il nous cache quoi encore, Grégoire, dans son fantasy trip en Saxonie? D'abord, commençons par ce qui paraît le plus évident et incontestable dans l'histoire.
malgré la version poétique de l'évêque de Tours. Un roi mérovingien ne fait pas ce qu'il veut. Son pouvoir dépend de ses leudes, des hommes de guerre qui ne se nourrissent pas que de belles paroles. Et réfléchissez, quel est le fil conducteur de toute cette narration si on regarde bien? La guerre contre les Saxons est déclenchée à cause du non-paiement du tribut suite à la mort de Théodebald l'Infirme. La dispute entre le roi et ses hommes se cristallise autour de la question du tribut, et les Saxons tentent d'éviter l'écrasement en cédant encore plus de tribus. J'imagine que vous voyez une thématique se dessiner, non? Quel qu'était le déroulement exact de ces campagnes? La guerre au VIe siècle n'est pas toujours une guerre de conquête. Au contraire, elle a souvent pour seul objectif la prédation et le pillage. Et un roi, incapable de satisfaire ses leudes sous ce rapport-là, n'a aucune chance de tenir bien longtemps sur le trône. Et donc, ce n'est pas étonnant que malgré les invraisemblances, tout ce récit tourne autour de ce point crucial dans cette campagne, d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, pourquoi Grégoire nous sert cette histoire compliquée de négociation entre les Saxons, les Leudes et le roi? Eh bien, le plus probable, c'est qu'on a affaire à une bonne campagne de relations publiques. Car le bon évêque, même s'il n'est pas fan de Clotacar, écrit son histoire seulement quelques décennies plus tard, alors qu'il doit son titre d'évêque à la famille du Futé, et notamment à son fils, devenu roi entre-temps dans cette même région. Pas simple dans ce cas-là de donner le rôle du méchant au père de son bienfaiteur, d'insinuer que cette guerre d'agression, assez proche dans le temps de l'évêque, n'avait aucune justification morale. Qui voudrait jeter le discrédit sur cette famille ou sur ces guerres, en faisant passer toute l'agression de la Saxe comme une entreprise ignoble et moralement répréhensible devant Dieu? Pas simple pour un bon évêque tourangeau. Sauf que, comme il faut bien parler de cette campagne, tout en évitant les propos qui fâchent, on imagine bien qu'il est tentant de mettre le blâme sur de vilains soldats, des hommes vagues et indéfinis, ivres de colère et sans pitié, qui forcent la main du bon souverain. Je vois bien le style. Il faut bien blâmer quelqu'un, mais pas possible de mettre ça sur le roi. Alors trouvons vite un autre coupable que personne ne nommera jamais. C'est la faute à des gens. Et puis voilà. Et il y a aussi une autre raison que de préserver la moralité du roi derrière cette histoire à faire pleurer dans les chaumières. On passe surtout sous silence le fait que cette guerre est sans doute ratée et coûteuse, et qu'elle va manger un grand nombre de soldats sans amener beaucoup de butin. Enfin, j'exagère. Le chroniqueur du VIe siècle, Frédégère, aussi connu sous le nom de The Fridge, nous parle lui d'un tribut final de 500 vaches. Un détail plutôt amusant sur le signe extérieur des richesses des premiers Germains, qui rappellera des souvenirs aux auditeurs de nos premiers épisodes, mais qui franchement ne sonne pas non plus comme le trésor de Rackham le Rouge. Et donc, masquer la catastrophe. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça, la vraie raison derrière tout ce pipeau? C'est bien possible, puisque la campagne de 556 n'est en réalité, après celle de 555, qu'une simple étape dans une guerre longue et qui va apparemment occuper Clotacar et les Francs plusieurs années. Alors, pour expliquer l'inexplicable, autant blâmer de méchants soldats qui forcent le roi à commettre une action impie plutôt que d'expliquer la triste vérité. Car, et c'est assez normal si on y pense, les Francs découvrent à leur tour ce que les Romains ont expérimenté eux-mêmes pendant des siècles avec leurs ancêtres germains d'outre-Rhin. À savoir que combattre des bandes armées de barbares et piller leurs trésors, c'est faisable avec une bonne armée et pas mal de détermination, comme l'ont expérimenté les Maximin le Thrace, les Constance Chlore et les Julien l'Apostat. Par contre, pacifier définitivement une région sans cité, sans organisation politique unifiée, sans infrastructure, comme des routes ou des forteresses, est une toute autre paire de manches. Oui, Clovis et les autres ont pu facilement prendre le contrôle de la Burgondie ou de l'Aquitaine visigothique, au moment où ils ont vaincu les Gondomar et les autres Alaric II. Mais dès qu'il s'est agi de la région rhénane, déjà beaucoup moins romanisée, rappelez-vous que Théodoric le Fourbe a sans doute dû y passer une bonne décennie, entre 515 et 525, pour mettre tout le pays au carré, avec un bon renfort de prêtres et d'aristocrates déportés d'Auvergne ou de Champagne, pour organiser à la gallo-romaine une région déjà bien pénétrée de la culture de l'Empire, mais encore un peu trop marquée par la culture germanique. Mais alors,
quand on arrive aux terres reculées du nord-est de la Germanie, qu'elles s'appellent la Saxe ou la Thuringe, on comprend facilement qu'on entre dans une toute autre aventure. Une qui ne peut ni aller vite, ni produire des résultats spectaculaires, quelles que soient les bonnes ou les mauvaises intentions de Clotacar. Qui a dit que le job de patron du Regnum était de tout repos? En fait, ça va prendre un paquet d'efforts dans les siècles à venir, avec des campagnes militaires brutales et des décennies d'envois de missionnaires ou de marchands dans tout le reste de l'Europe du Nord et de l'Est pour les amener à basculer dans la civilisation de l'Europe médiévale. Mais ça, on le laissera au balado Histoire des Carolingiens, si quelqu'un se sent de le produire un jour. En tout cas, après s'être cassé les dents contre les Byzantins et leurs troupes, venant de l'Empire d'Orient, tout aussi structurés et organisés qu'eux, les Francs réalisent que mater et coloniser des Germains un peu sauvages ne va pas être si facile que ça. Roi du Regnum, quel job à la con, franchement. Et ça, c'est sans parler des vilaines rumeurs qu'on rapporte à Clotacar à propos de son fils à partir de 556. De vilains bruits comme quoi le petit Saligo profiterait de sa galère en Germanie pour le trahir en association avec son frère Childebert le Brouillon. Ce qui serait vraiment une énorme trahison. Mais bon, une trahison dans la famille mérovingienne. Et puis quoi encore? Merci d'avoir écouté l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur Internet et à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com. Rendez-vous au prochain épisode.